Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes dans Matin Bonheur et vous suivez, mesdames et messieurs, Instant Vérité. À quand la fin de l'excision? La question mérite d'être posée. Interdite par une loi votée en 1998, l'excision constitue encore aujourd'hui l'une des pratiques traditionnelles les plus répandues en Côte d'Ivoire. La pression sociale, le manque d'informations sur ses conséquences néfastes pour la santé, les croyances très ancrées dans les communautés entretiennent sa pratique dans nos régions. Mesdames et messieurs, de nombreuses femmes souffrent à cause de l'excision en silence et ce silence nourri par le tabou autour du sujet tue à petit feu les victimes. Alors, que faire pour éradiquer totalement l'excision de nos régions? Pourquoi la pratique persiste malgré les campagnes de sensibilisation et les peines encourues? La société est-elle complice de cette violence subie par les femmes? Nous en parlons avec Marie-Claire Moraldo. Elle est fondatrice et directrice générale de l'association Les Orchidées Rouges, une association qui lutte contre l'excision pour l'éradication des mutilations sexuelles féminines, du mariage précoce, du mariage forcé aussi, et de toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles. Alors bonjour Marie-Claire Moraldo. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Je suis très ravie d'être là. Je me suis engagée dans le combat contre l'excision parce que ça a eu des conséquences graves sur ma vie de femme adulte. J'ai décidé de me reconstruire le 7 décembre 2016 et comme je le dis souvent, c'est ma deuxième date de naissance. Ça m'a procuré un tel bien-être que je me suis dit je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois non seulement lutter pour que les petites filles n'aient plus à subir les mutilations sexuelles féminines, mais aussi pour proposer des solutions aux victimes, aux survivantes, pour que ce ne soit pas une fatalité pour elles. Alors, c'est intéressant. Vous avez dit que vous êtes excisée à l'âge de 9 ans. Vous êtes originaire de Ferke-Sédougou, une commune de la région du Chologo, située dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la pratique de l'excision est encore très répandue. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans cette partie du pays en ce qui concerne l'excision? En ce qui concerne l'excision, aujourd'hui, l'état des lieux, quand j'arrive sur le terrain, j'y étais la semaine dernière pour faire de la sensibilisation, j'ai rencontré des survivantes, j'ai rencontré aussi des mères, c'est que l'excision continue, mais c'est caché. Parce que les petites filles sont réveillées tôt le matin, elles sont excisées, donc personne ne sait aujourd'hui les chiffres exacts. On a des chiffres sur tout le pays. On sait qu'aujourd'hui, selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, parmi les femmes de 18 à 49 ans, 36% sont excisées. Ça, on a ce chiffre. Mais après, sur le terrain, ça continue plus que ce qu'on croit. Et comme c'est caché, la société a l'impression que ça a disparu, mais ça n'a pas disparu. Ça continue de plus belle. Voilà, plus que ce que l'on croit. Voilà, tout à le fait. dire. Oui. Alors, la loi du 23 décembre 1998 prévoit que toute atteinte à l'intégrité des organes génitaux d'une femme par voie de mutilation totale ou partielle est passible d'une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une forte amende. Alors, selon vous, aujourd'hui, pourquoi la pratique persiste et résiste autant, et malgré les lois? La pratique continue et persiste parce que les lois ne suffisent pas pour éradiquer l'excision. Les lois posent un cadre. Les lois permettent à des militantes comme moi, à des associations, des ONG, de pouvoir avoir un cadre pour agir. Mais après, il ne faut pas oublier que ce sont des traditions. Et les traditions ont la peau dure. Donc ça persiste justement parce qu'au-delà des lois, il faut sensibiliser sans cesse, il faut intégrer les populations dans un vrai programme d'abandon de l'excision, mais aussi il faut éduquer, favoriser l'éducation, la scolarisation des filles et des garçons et reconvertir les exciseuses. Et tant que cela ne sera pas fait, ça ne suffira, la loi ne suffira pas pour éradiquer. Je vais vous poser une question sur ce que vous venez de dire. Vous l'avez dit, ces mutilations génitales féminines constituent une violation manifeste des droits humains. Alors, et elle continue d'être pratiquée au vu aussi de tout le monde. Est-ce que vous êtes en train de dire que la société elle-même est complice de cette pratique? Oui, quelque part, la société est complice parce que, en général, que ce soit dans les villages ou dans les villes, on sait qui excise. Il ne se passe rien, la personne n'est jamais inquiétée. Vous voyez ce que je veux dire? La société est complice aussi de ce tabou qu'il y a autour du sujet. Le sujet est très tabou, c'est difficile d'en parler. Il y a certaines personnes avec lesquelles on ne peut même pas aborder le sujet, même de façon constructive. Parce que moi, je suis dans une démarche constructive. J'ai beaucoup de respect pour les valeurs et les traditions africaines. Et d'ailleurs,
on va dire, mon engagement, c'est aussi pour valoriser ces belles traditions parce que je suis convaincue qu'en arrêtant l'excision, nous allons valoriser nos traditions. Alors, c'est vrai, avec l'excision et tout ça, c'est une partie de la tradition peut-être qui se perd, mais on ne comprend pas pourquoi les autorités condamnent le fait, c'est vrai, la loi condamne le fait, et il n'y a vraiment aucune mesure qui est prise pour que ça s'arrête totalement. Selon vous, vous qui êtes sur le terrain, vous avez rencontré des femmes, les communautés et tout cela, donnez-nous l'une des raisons fondamentales pour lesquelles la pratique est encore aussi persistante. Moi, je pense que la pratique est encore aussi persistante parce que il y a certes la tradition, mais il y a une notion économique derrière. Il y a un facteur économique très fort. Les exciseuses, c'est leur gagne-pain. Donc, il ne suffit pas de leur dire on va vous punir pour qu'elles arrêtent. C'est comme un vendeur de drogue. La drogue est punie, pourtant ça continue, le trafic de drogue. Donc, au-delà du fait de punir, il faut se dire comment est-ce qu'on propose un autre métier à ces personnes-là. Et il faut voir toute l'économie parallèle. Figurez-vous que hier, j'ai rencontré des survivantes et parmi elles, il y en a une qui a la grand-mère qui était exciseuse. Elle me dit, mais est-ce que tu sais qu'il y a un commerce du clitoris qui est coupé par les exciseuses? J'ai dit, pardon? Elle me dit si. Elle me dit parce que le clitoris qui est coupé, il est brûlé et la poudre est utilisée pour des gris-gris et que même il y a des personnes qui partent de d'autres pays pour venir acheter aux exciseuses. Donc vous voyez qu'il y a toute une économie. Oui, mais ce que vous dites derrière. est grave. Oui. Ce que vous dites est grave. Alors, l'excision, une pratique néfaste, on le sait, mais elles sont nombreuses, ces femmes qui ne s'en plaignent pas. Oui. Ces femmes qui ne s'en plaignent pas, elles n'ont pas eu de conséquences sur leur santé, en l'occurrence sur leur maternité. Alors, n'est-ce pas là l'un des arguments aussi qui militent en faveur de cette pratique-là dans nos régions? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des femmes victimes qui sont pro-excision, ça c'est clair et net. Et même quand elles sont dans une souffrance psychologique et physique, elles vont le cacher ou faire croire que tout va bien pour elles pour valider le fait que c'est une bonne pratique. Et ça, il faut le déconstruire et ça va passer par ce qu'on fait là actuellement, c'est-à-dire l'information et la sensibilisation, parce qu'il ne faut pas oublier que ces femmes-là, l'excision a été présentée à elles comme quelque chose de bénéfique pour elles, quelque chose qui fait d'elles de vraies femmes. Mais ce que je dis, oui, ce n'est pas pour moi ici l'occasion de pouvoir défendre ou encore de permettre que l'excision se répande un peu plus encore dans nos régions. Non, pas ça. Mais le fait est que les femmes ne s'en plaignent pas et les femmes n'ont pas de conséquences sur leur santé. Si, elles en ont. Les femmes ont des conséquences très graves sur leur santé. Elles ne s'en plaignent pas parce qu'il y a le tabou, elles ne s'en plaignent pas parce qu'il n'y a pas d'espace créé, mais il faut savoir que sur la santé des femmes, il y a les infections qui vont créer la stérilité chez la femme, il y a le fait qu'elles peuvent contracter le VIH ou d'autres maladies sexuellement transmissibles parce que c'est le même couteau qui est utilisé, qui n'est pas stérilisé pour les filles. Et il y a certaines femmes, au niveau de leur vie gynécologique, elles vont avoir beaucoup de complications comme des kystes dans la vulve, des douleurs chroniques. Donc, voilà, on va essayer de revenir un peu sur certaines croyances. Oui. Voilà. L'excision permet, selon certaines croyances, nous avons interrogé les Ivoiriens là-dessus, ils disent que l'excision permet d'éviter la frivolité de la femme. Voilà. Donc, cela fait que la femme n'est pas frivole et les hommes apprécient ce fait. Ils préfèrent une femme qui est pour eux, voilà, et qui ne passe pas d'homme en homme, voilà. Alors ça, ce sont des mythes, en fait. C'est clairement des mythes. Parce que c'est vrai qu'effectivement, parmi les raisons pour lesquelles les populations excisent, il y a le fait de dire on va garantir sa virginité jusqu'au mariage. Une fois mariée, elle sera fidèle à son mari. Mais ça reste une croyance parce qu'il faut savoir que l'exciseuse ne peut jamais couper l'intégralité du clitoris de la femme. Donc, il y a une grande partie qui reste à l'intérieur de son corps. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir aussi que la sexualité féminine est quelque chose de très complexe. Donc, ce que l'excision crée chez la femme, c'est un blocage psychologique, une souffrance psychologique et physique très grave qui l'entrave dans son épanouissement dans sa vie de tous les jours, qui l'entrave dans son épanouissement sexuel et qui va même jusqu'à impacter ses ambitions et ses choix de vie parce que c'est des personnes qui vont développer des dépressions, ce sont des personnes qui vont faire des cauchemars toutes les nuits. Voilà, ça c'est d'autres risques encourus par les femmes. Tout à fait. Alors, tout à fait. On va aborder une question qui est, ma foi, assez importante pour les téléspectateurs ivoiriens. Ils disent alors, comment parvenir à l'abandon de l'excision? Vous qui êtes dans le domaine, est-ce que vous avez une solution miracle à nous donner?
Alors, une solution miracle, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis convaincue d'une chose. La première démarche à faire, c'est libérer la parole des femmes. Vous avez parlé du fait que les femmes ne s'en plaignent pas. C'est parce que la parole n'est pas libérée. Il faut leur donner des espaces pour s'exprimer, pour expliquer la souffrance dans laquelle elles sont à cause de ces pratiques-là. Comme ça, quand ça vient d'une personne qui l'a subi, je pense que ça parle plus. Ça, c'est la première chose. Parce que j'en profite pour dire qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de petites filles qui meurent à la suite des excisions. Oui. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont des hémorragies qui entraînent la mort. La semaine dernière, à Korogo, j'ai fait de la sensibilisation. À Ferké aussi, il y a des jeunes filles qui ont témoigné, leurs sœurs sont mortes le jour de l'excision. Pour arriver à éradiquer l'excision, il faut aussi éduquer sans cesse. Il faut favoriser l'émancipation économique des femmes. Parce que vous savez qu'il y a cette pression sociale sur les femmes qui les amène à faire exciser leurs filles, leurs petites-filles, leurs nièces. Et ça, c'est important. L'autre grande question, est-ce que la pratique de l'excision est liée à la religion? Non, non, ce n'est pas du tout lié à la religion. C'est un prétexte parce que l'excision serait née dans l'Égypte ancienne à l'époque des pharaons. Donc les religions qu'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. Aucun texte religieux ne dit qu'il faut exciser. Donc ce n'est absolument pas lié à la religion. C'est très important de le préciser. Oui, et si donc on doit libérer la parole, les femmes doivent être libérées, en parler, oui. Alors comment alerter si on est victime ou encore si on pressent une personne qui va être excisée? Voilà, comment ça se fait? Oui, donc si une personne est menacée d'excision ou si autour de vous, il y a une menace d'excision sur une personne, ce qu'il est important de faire dans un premier temps, c'est se rapprocher des plateformes de dénonciation des violences faites aux femmes. C'est parce que ces plateformes, en les alertant, en général, elles sont reliées aux services de police. Oui. Ça, c'est la première chose à faire. Mais si ce n'est pas le cas, je prends l'exemple des régions très reculées, des villages ou encore des circonscriptions où vraiment on n'a pas accès à Internet pour peut-être joindre les organisations en question. Est-ce qu'on peut se rendre au commissariat? Il y a deux choses à faire. Oui. Pour les jeunes, moi, je conseille qu'ils ne soient pas tout seuls. Pour les jeunes, par exemple, c'est aller à l'école, voir l'éducatrice, par exemple, de l'école, pour que la personne soit une personne adulte qui accompagne l'enfant au commissariat. Ça, c'est une première chose. Après, on peut voir aussi au niveau de l'école, s'il y a une assistante sociale qui peut faire la médiation, toujours soit avec la famille, pour éviter que cela puisse arriver. Mais que l'enfant qui est mineur ne soit pas tout seul dans cette démarche, en tout cas la petite fille mineure ne soit pas toute seule dans cette démarche d'aller se protéger elle-même, mais se rapprocher d'un adulte à l'école ou se rapprocher d'un adulte, il y a des ONG qui sont sur place dans les villages, aller voir un adulte là-bas pour que l'adulte fasse le nécessaire pour protéger l'enfant de l'excision. Marie-Claire Moraldo, on va revenir sur votre témoignage. Oui. Vous-même, vous avez été victime de l'excision. Après, vous avez subi une certaine réparation. Alors, comment peut-on réparer l'excision physique? Et vous avez aussi parlé des conséquences mentales. Comment peut-on réparer l'excision physique et mentale, disons-le comme ça? Alors, pour réparer l'excision physique et mentale, moi, le protocole que j'ai mis en place dans mon institut à Bordeaux permet aux femmes de se reconstruire psychologiquement, se réapproprier leur corps et leur sexualité et développer leur pouvoir d'agir. Je vais m'expliquer. Je travaille avec 25 professionnels. Il y a des gynécologues, des chirurgiens, des sages-femmes, des psychologues, des travailleurs sociaux et plein d'autres professionnels. Pour réparer l'excision, je pense que la première chose, c'est recueillir la parole de la victime. Recueillir la parole, lui montrer qu'on la comprend, qu'on a compris ce qu'elle a vécu. C'est co-construire avec elle un parcours qui lui permette de développer son pouvoir d'agir, c'est-à-dire de s'insérer socialement et professionnellement. Mais, oui, ça c'est bien dit. Oui. Mais en même temps, comment les femmes ont recours aujourd'hui à la chirurgie réparatrice? Une fois qu'elles ont été libérées, écoutées et tout cela, comment elles font? Parfois, c'est de l'argent. On sait très bien que c'est dans les régions que ça se pratique. Oui. Dans les villes aujourd'hui, dans les communes, la pratique, même si elle se fait, mais c'est vraiment, je vais dire, à moindre échelle. Oui. Dans les villages, c'est beaucoup plus fréquent. Alors, comment ces femmes du village peuvent avoir accès aujourd'hui à la chirurgie réparatrice? Comment? Alors, il faut savoir que toutes les femmes excisées n'ont pas besoin de la chirurgie réparatrice.
Vraiment, pour reconstruire une femme, pour accompagner une femme dans son parcours de reconstruction quand elle a subi une mutilation, il ne faut pas axer sur la chirurgie réparatrice. Parce que la chirurgie réparatrice vient en complément d'un accompagnement global. Moi, je le vois parmi les femmes que j'accompagne, beaucoup abandonnent l'idée de la chirurgie lorsqu'elles ont un espace pour s'exprimer, pour apprendre à se connaître, lorsqu'elles ont un espace aussi pour apprendre à développer des choses par elles-mêmes, à entreprendre des projets. Donc, ce que je veux dire, c'est que prudence avec la chirurgie. La chirurgie vient en complément d'un accompagnement global et selon le type d'excision que la femme a subi, elle n'a pas besoin de la chirurgie. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'il y a une grande partie de son clitoris qui est à l'intérieur de son corps, ce qui fait que quand elle arrive à se libérer de la souffrance psychologique, à connaître son corps et à découvrir que finalement, on ne lui a pas tout pris et qu'elle peut vivre normalement, elle arrive à avoir une vie sexuelle et une vie de femme épanouissante sans la chirurgie. Je comprends que votre association fait des campagnes de sensibilisation. Alors, je veux vous reposer la question pour que tout le monde comprenne très bien. Alors, en quoi les orchidées rouges apportent de nouvelles solutions à cette question-là? Alors, les nouvelles solutions des orchidées rouges, ce qui fait que notre protocole, il est unique, c'est que on co-construit le parcours avec les femmes. C'est la première chose. C'est un parcours co-construit qui est gratuit pour toutes les femmes. Et ce n'est pas tout, c'est qu'il est axé sur l'autonomisation de la femme à la fin. C'est-à-dire qu'au-delà de réparer des blessures, c'est la libération de la femme qu'on recherche, c'est éviter qu'elle retombe dans le carcan des violences. C'est pour cela qu'on va mettre en place des moyens avec des conseillers à l'emploi, c'est-à-dire qu'en plus de l'accompagnement psychologique, sexologique ou de la chirurgie, voilà, on va mettre en place un accompagnement avec des conseillers à l'emploi et cela va aider la femme à construire un projet professionnel qui lui permette d'accéder soit à une formation pour ensuite avoir un emploi durable ou accéder directement à un emploi durable ou même d'entreprendre un projet entrepreneurial. C'est ça le côté unique de ce que les Orchidées Rouges proposent pour les survivantes de mutilation sexuelle. Marie-Claire Boraldo, merci donc d'être venue à Instant Vérité nous donner vos expériences personnelles vécues après l'excision subie à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, vous luttez au travers de votre association Les Orchidées Rouges contre l'excision et toutes les formes de violence subies par les femmes. Mesdames et messieurs, merci pour cette sensibilisation à vous déjà, voilà, sur le sujet de l'excision. C'est donc... Vous voulez dire un mot? Oui. Je voulais dire un mot, vraiment merci pour cet espace de parole que vous m'offrez aujourd'hui. Je voulais vraiment en profiter pour insister sur le fait que cette pratique doit prendre fin parce qu'elle détruit des vies. Il y a des femmes qui décèdent en couche où le bébé il décède lors de l'accouchement à cause des mutilations sexuelles féminines. Donc il est plus qu'urgent que toute la population soit mobilisée, que nos gouvernements aussi soient mobilisés pour que cette pratique puisse s'arrêter une bonne fois pour toutes. Bien, alors, une bonne fois pour toutes, on met fin à l'excision. C'est donc la fin de Instant Vérité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans Matin Bonheur. Votre programme revient avec Angeval après la publicité.